Bonjour à tous, dernier webinaire de l'année. Je suis avec Jean-Pascal Mollet, j'en suis ravi. On n'a jamais réussi à se voir de visu avec Jean-Pascal parce qu'on a eu plein de rendez-vous annulés à cause de cette histoire de Covid qui nous traîne depuis 9 mois et encore quelques mois avant qu'on en sorte vraiment. Bonjour à tous, merci d'être présents et aussi nombreux, ça commence fort. Jean-Pascal, je te laisse te présenter et puis je vous présenterai brièvement l'Acquisition Strategy Design et on attaquera le sujet de la vente. Voilà, à toi. Ah, t'as pas ton micro? Si, pourtant il est là et on t'entend plus. Vous l'entendez ou je suis le seul à pas entendre Jean-Pascal? On t'entendait parfaitement pendant le petite session du début. Je n'entends rien. Non, pas de son sur Jean-Pascal. Au cas où, déconnecte-toi et reconnecte. Allô, allô? Ah, là, ça a l'air de remarcher. Ok, j'ai rebooté là. Enfin, j'ai fait. D'accord. C'est bon? Hop, Donc là, moi je ça c'est t'entends bien. bon. Et les caméras, voilà, nickel, ça marche? Bonjour, cette fois-ci vous devrez nous entendre, Ah oui, j'entends. Coralie. Oui, Coralie, oui, j'entends. j'entends. Bon, Super. bah, Bon, écoute, merci pour l'invitation, Gabriel. Ça me fait plaisir qu'on puisse passer ce petit temps ensemble. Dans mes bonnes résolutions de 2021, il y aura le fait qu'on puisse boire un café en vrai ensemble, hein. Donc, c'est noté, hein, dans ma to-do list 2021. Donc rapidement, moi j'ai créé mon cabinet de formation qui s'appelle Coach de vente conseil il y a 15 ans et j'accompagne les commerciaux et les managers commerciaux à développer leur business et à gagner en confort et en efficacité. Puis j'aime bien dire, c'est un jour un client qui m'a dit ça, il dit ouais, tu es un peu comme un magicien, en fait tu fais apparaître des clients et tu fais disparaître les objections. Donc j'aime bien cette image que je garde quand je me présente en général, parce qu'une analogie, évidemment, c'est toujours quelque chose qui est très très fort. Euh, voilà, et je suis passionné des réseaux sociaux. Sur LinkedIn, j'y suis depuis juillet 2013, hein, je regardais ça il n'y a pas longtemps, avec pas mal de monde qui me suit, et j'essaie de toucher à tout, et notamment à TikTok, je pense qu'on abordera peut-être le sujet. Voilà. ouais, tout à fait. Moi je trouve que t'es le premier social seller français qui investit TikTok et qui cherche à découvrir TikTok. Et ça fait maintenant plus d'un an, donc tu commences à avoir un vrai retour d'expérience. Et ça m'intéresse de le partager avec toi parce que moi je dois dire qu'il suis marketeur et qui aurait dû être là avant le commerce. Je suis assez admiratif de ton travail de fond sur cette plateforme. Avant d'attaquer ce sujet-là, moi, ce que je vous propose, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne doit pas connaître l'acquisition strategy design et qui n'est pas déjà venu sur un de nos webinaires, c'est de vous passer deux petites vidéos pour présenter notre méthodologie. On vient de sortir un livre qui s'appelle Acquisition Strategy Design sur comment construire des plans d'acquisition en travaillant sur le parcours d'achat. Autre sujet qu'on va évoquer aussi un peu avec toi, c'est je suis en train de réfléchir sur une méthode qui va au-delà et qui est plus dans le process commercial pour faire progresser le client, son client, un seul client dans un parcours d'achat. Donc, ce sera intéressant de challenger les idées qu'on a en ce moment avec toi aussi. Je lance tout de suite la vidéo. Pendant la vidéo, il faut couper ton micro parce que sinon ça fait un écho. Allez, à tout de suite. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client.
2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition, Stratégie, Design, Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, publishing. Communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, publishing. Oui, alors je vais lancer tout de suite la deuxième vidéo qui présente la cartographie et donc tous les métiers de l'acquisition qu'on a essayé de détailler aussi dans le bouquin parce que il y a la méthode et puis tous les leviers d'acquisition qu'on peut mettre en mouvement pour attirer les clients. Je vous lance la deuxième vidéo et parmi ces métiers de l'acquisition, il y a bien sûr la vente qui n'est pas du tout le moindre de tout ça et qu'on a tendance quand même beaucoup à oublier avec la prise de pouvoir du marketing digital et son hypertrophie. À tout de suite après la deuxième vidéo. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. Troisième composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, la vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition, Stratégie, Design, Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30 publishing. Et voilà, j'ai fini, il faut remettre ton micro. Ouais, super intéressant. Voilà pour la méthodo, voilà pour le livre et on essaye vraiment Moi, ça fait 8 ans que j'ai créé l'agence. Je suis arrivé, j'étais pionnier sur l'inbound dans toute cette mouvance du digital. Et pendant toutes ces années, je trouve qu'on a beaucoup parlé de digital, ce qui est normal parce que c'est nouveau, ça permet de faire plein de choses. C'est un vrai renouveau du marketing, de la façon de faire du commerce en général. Mais je trouve qu'on en a aussi trop parlé, ou en tout cas qu'on a beaucoup étouffé tous les autres leviers de l'acquisition, que ce soit la com, où la marque reste très importante, où il y a encore des actions de com traditionnelles qui marchent très bien. Mais on a aussi étouffer ou en tout cas minorer l'importance du commerce et la volonté de ce livre, c'est de remettre comme ça un peu tout ça à plat, de se dire qu'il faut continuer à faire
du marketing digital, bien sûr, mais personne n'en doute, mais que ça n'empêche pas de continuer à faire du marketing traditionnel, qu'on peut faire de l'inbound dans certains cas de figure où c'est hyper pertinent, et de l'outbound aussi, parce que ça reste très pertinent. Typiquement, quand on a des cibles concentrées, qu'on a peu de clients, bah, c'est quand même vachement mieux de prendre son téléphone ou de construire une base mail, d'adresser directement les gens plutôt que d'attendre qu'ils nous trouvent par hasard sur des réseaux sociaux ou sur Google, et que après, pour finir une vente, pour accompagner un client, il n'y a rien de mieux encore que de la relation humaine avec des commerciaux, et que tout ça doit s'assembler pour faire un process de vente plutôt adapté, plutôt que d'être en opposition avec des experts qui s'affrontent, à dire l'inbound c'est mieux que l'outbound, le digital truc c'est mieux que le digital machin, etc., etc. Donc on est vraiment dans cette démarche très systémique de bien comprendre les parcours d'achat pour faire progresser au mieux les clients. Tu as un petit retour par rapport à ça, ou après on va rentrer plus en détail sur les différents leviers de la vente et ce que tu vas recommander à tes clients pour réussir leur vente? Alors moi, je suis fan de l'inbound, hein, parce que c'est vrai que moi, je sais que ma grand-mère me disait, ouais, elle me surnommait le partisan du moindre effort. On a ça en commun, parce que c'est ça qui m'a amené à l'inbound, c'est le côté moindre effort. Là-dessus, je te rejoins complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis très actif sur LinkedIn, mais ça me ramène aujourd'hui 70% de mon business sans envoyer des petits messages privés, sans faire de prospection, et uniquement en publiant des choses qui sont liées à mon activité. Donc, je trouve ça très fort. Maintenant, j'ai des prises de conscience là où je me dis, c'est fort, mais c'est dangereux, parce que le jour où LinkedIn fonctionne moins bien, où ils disent, tiens, allez, on va tout passer en payant et en post sponsorisé, etc., forcément, j'aurais plus le même impact. C'est pour ça que je suis sur d'autres plateformes, c'est pour ça que j'ai refait mon site. Mais voilà, moi je suis assez fan de ça. Maintenant, les méthodes entre guillemets traditionnelles des commerciaux, comme le téléphone, ça fonctionne toujours. Maintenant, on a la visio, entre guillemets, c'est un des bénéfices quand même du Covid, hein. C'est Michael Aguilar qui disait, voilà, Covid, ça veut dire commercial en vidéo. Donc j'aime bien cette image. Mais ouais, c'est ça, c'est que je pense que ça va être une vraie révolution là pour 2021. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut faire plus de rendez-vous, que on a des rendez-vous qu'on fait plus facilement. Je trouve que c'est plus facile d'avoir un rendez-vous en visio qu'un rendez-vous en physique. Pourtant, a priori, le temps est le même, mais les gens acceptent plus facilement. Et ça permet de vendre partout, ça permet, tout compte fait, de faire plus de rendez-vous, hein, parce qu'on ne perd pas du temps dans les transports. C'est un vrai outil à s'approprier. Maintenant, je crois que ça fait partie des vraies révolutions là, sur 2021, et qui fait déjà, évidemment, prendre en charge en 2020. Et typiquement, parce que ça, c'est vrai que tout le sujet du remote selling est un vrai sujet. Je te parlais, et on va en parler un peu, d'une méthode de vente auquel je pense un peu pour structurer un peu le process. Cette méthode, moi, j'envisage de l'associer à un outil dédié au remote selling qui permet de faire des vraies présentations et de suivre ce process auquel je pense. Pour toi, c'est quoi comment faire un bon rendez-vous en vidéo, un beau Covid? Quelles sont les clés de ces rendez-vous-là? Quels outils tu recommandes? Quelle façon de faire? Ça fait partie de tes formations aujourd'hui? Ouais, alors bien sûr. Tout compte fait, tout ce qu'on fait en physique, il y a des choses qui sont transposables évidemment en vidéo. L'importance de la préparation de son rendez-vous, elle est évidente en face à face, mais elle est aussi évidente en vidéo. Donc quand on dit préparer, alors c'est vrai que moi j'utilise Zoom. Par exemple, sur Zoom, j'ai un fond où il est marqué coach de vente, et alors là aussi, il faut se dire, tiens, si c'est la plateforme du client, tout compte fait, qu'est-ce que je vais avoir en fond? Il faut réfléchir à ça. Moi, j'ai une petite lumière devant moi pour être un petit peu éclairé. Donc, il faut penser à l'éclairage. Il faut être comme quand on va à un rendez-vous, on se dit, tiens, je vais me mettre en tenue quand même professionnelle. Je vais pas y aller en pyjama ou en jogging. Faut être en tenue professionnelle. C'est pas parce qu'on est chez nous que. Donc, faut faire attention à tout ça. Et puis, il faut presque surjouer un petit peu quand on est en vidéo, parce que on a moins de choses, on voit moins de choses. Donc, vraiment, faut pas hésiter, à faire des mouvements, à faire vivre les choses. Et alterner les moments où on est en face cam, où on va faire une petite présentation, on va passer une vidéo. Donc vraiment, il faut que ce soit encore plus vivant qu'un rendez-vous physique. Et puis, la force du questionnement qui est indispensable en face à face, elle l'est encore plus en vidéo
pour vraiment que la personne qui soit derrière puisse rentrer en interactivité et en réaction et qu'elle ne s'endorme pas, quoi. Et en termes de questionnement, tu trouverais ça sympa qu'il y ait des pop-in sur l'écran du client pour qu'il réponde à des questions un peu comme là l'audience répond à des sondages. Il y a un sondage en cours sur travailler ou vous en remote, et avec 75% de oui et 25% de non. Évidemment. Est-ce que ça, tu trouverais ça rigolo dans des logiques de nouveaux outils de remote que Zoom introduise ça, que Google Zoom, ils ont une fonction sondage. Hein. Et tu l'utilises? Ouais, je l'utilise, je l'utilise. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que ce que tu me dis me fait penser à quelque chose, mais moi je l'utilise plus en formation ou en webinaire. Donc, voilà, des fois pour interroger les participants. C'est vrai que je ne l'ai jamais utilisé dans un entretien de vente. Donc après, je me dis, tiens, comment je peux l'utiliser? Mais j'utilise la fonction en tous les cas. D'accord. Ah ouais. Donc, non, mais ça fait partie de mes réflexions. Est-ce que pour créer de l'interactivité, du mouvement, du changement dans le remote, on peut aussi faire plus interagir les gens aussi avec des outils collaboratifs où on clique ensemble et on fait du co-sharing ensemble pour compléter des documents, une propale ensemble, tenir un double stylo, c'est plus facile par écran interposé que en physique. Moi, je me rends compte que je fais beaucoup d'animations d'ateliers, entre autres autour de l'acquisition strategy design à distance aujourd'hui, hein, c'est normal, et que alors il y a des trucs qu'on perd, c'est sûr, mais c'est des ateliers qui sont aussi vachement plus productifs parce que il y a moins de déconcentration. Alors il y a moins de blagounettes, alors c'est dommage parce que c'est sympa les blagounettes aussi, mais mais au passage il y a aussi plus de capacité à se concentrer, à compléter chacun son bout d'outil collaboratif, à être relativement focus là-dessus. Et moi, j'ai fait des super journées productives d'ateliers complètement en visio avec une douzaine de personnes et où ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'il y a matière, à mon avis, de vraiment enrichir la relation commerciale dans l'interaction rendue possible par les écrans. Parfois plus en fait qu'en présentiel où finalement on est peut-être mal à l'aise ou mal reçu dans le bureau d'un client, on est à la cafétéria donc on peut pas sortir les documents qu'on voulait sortir parce qu'il y avait pas de place en salle de réunion. Là on maîtrise finalement l'espace de vente vachement mieux. Ah oui, t'es chez toi. T'es en confort quoi. Voilà, on le maîtrise vachement mieux que quand finalement on n'est pas toujours reçu comme on l'aurait souhaité quoi. Puis tu peux avoir plein de pompes autour de toi, hein, c'est-à-dire que s'il y a des trucs que tu as oubliés, tu peux avoir un autre écran d'ordi, tu peux essayer de taper dessus. Voilà. Enfin, c'est les sous-doués passent le bac, mais. Ouais, et ton logiciel peut te servir de pompe. C'est dans les idées de logiciel auxquelles je réfléchis à ce côté, comment l'outil devient beaucoup plus un outil d'aide à la vente et pas juste un outil de communication. Tu parlais d'un sujet, c'est vrai que tu en parles beaucoup sur tes posts et un certain nombre de tes confrères en parlent aussi beaucoup sur tes posts, c'est le sujet de la préparation. Moi, c'est un sujet dont j'ai pas parlé dans le bouquin. Pourquoi c'est un sujet si important et c'est quoi une bonne préparation? Moi, je dis souvent, la préparation, c'est 90% de la réussite de ton rendez-vous. Tu sais, c'est comme quand tu vas à un examen. Si tu as tout appris par cœur, déjà, tu y vas beaucoup plus serein que si tu as appris un truc sur deux. Si tu as appris un truc sur deux, tu te dis, voilà, pourvu que je tombe pas sur le truc que j'ai pas appris. Donc, pour un rendez-vous, c'est pareil. Au plus je suis bordé, au plus j'ai d'informations sur mon interlocuteur, sur la boîte, j'ai préparé mes questions, j'ai déjà préparé peut-être 2-3 arguments en fonction de ce que j'ai perçu, etc. Forcément, déjà, dans mon état d'esprit, ça va me faire gagner en sérénité et en aisance. Donc, déjà, ça permet de travailler sur ton mindset, quoi. Enfin, c'est ça presque le plus important. Et puis évidemment aujourd'hui, un client ou un prospect qui verrait que le commercial connaît pas la boîte, s'est pas renseigné, voilà, enfin t'es déjà mal barré, quoi. Enfin, forcément, aujourd'hui les prospects, les clients, ils se renseignent, ils en savent des fois plus que toi. Donc si toi t'as pas fait cet effort-là, je pense que t'es grillé d'entrée. Hein.
Donc c'est pour ça que alors tu vois, alors, moi de toute façon je me fais griller par mes consultants et qui me disent comment tu fais pour pas préparer tes ateliers, ça marche pas, ou mes rendez-vous commerciaux, etc. Moi je me sens presque plus à l'aise quand j'ai pas préparé que quand j'ai préparé, mais ça m'est propre et je reconnais que je suis une exception là-dessus. Moi ce que j'aime bien quand j'ai pas préparé, c'est que j'ai une écoute complètement neuve. Et que quand je un peu regardé trop une boîte, je viens avec des a priori, alors que quand je demande au gars de me raconter sa boîte, j'entends des choses que je n'aurais pas vues quand je vais sur le site, ce genre de choses. Mais ça m'est vraiment propre, et je me rends compte que même la manière dont je fais ne se reproduit pas, ou pas toujours, ou avec différents profils, etc. Et donc, je crois que l'un n'empêche pas l'autre, Gabriel. Ça t'empêche pas d'avoir une certaine spontanéité et puis entre guillemets être un petit peu vierge. Et tout compte fait, poser toujours les mêmes questions que tu es préparé ou pas préparé. Mais forcément, ça te donne des éléments. Le week-end dernier, j'ai fait un post où j'expliquais que j'étais chuté en trottinette. Donc je me suis fait une petite fracture ici, là. C'était vrai. Non, c'est vrai, bien sûr. Parce que j'ai vu le post et j'ai adoré la manière dont tu as fait le BIM. Je sais pas comment tu as fait d'ailleurs les petits caractères pour réussir à faire le saut. J'étais très impressionné. Donc, ça, je peux te dire très facilement. Tu vas sur Internet, tu tapes Font Generator, F-O-N-T Generator. Normalement, c'est pour générer des caractères sur Instagram, mais ça fonctionne aussi sur LinkedIn. Donc, tu tapes ta phrase et puis après, ça te sort plein de trucs et tu fais copier-coller. Voilà pour la petite astuce. Mais voilà, c'est qu'en fait, quand je suis tombé, ça m'a fait penser à ça. C'est que c'est un trajet que je fais toujours régulièrement. Du coup, tu fais plus gaffe. Tu sais, c'est comme là où, en général, quand tu as un accident, c'est à 1 kilomètre autour de chez toi parce que tu connais tout et tu fais moins gaffe. Et là, tu pourrais te dire, tiens, dans la vente, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je forme des commerciaux, etc. Tu pourrais dire, allez, je vais moins faire ça ou moins faire ça. Et ça m'est déjà arrivé. Hein. Je suis surtout pas génial et à chaque fois au top. Et c'est comme ça que tu loupes des étapes. Donc vraiment, c'est se dire quand on parle de process, même si c'est un mot que j'aime pas, voilà, il faut toujours avoir ça en tête et toujours recommencer. Tu prends les sportifs de haut niveau. Moi, je prends souvent l'exemple de Federer. Le gars, il a 38 ans, il a gagné 20 titres du Grand Chelem. Tu regardes, il s'entraîne toujours à faire des coups droits, des revers, etc. Un gars comme Ronaldo, il arrive avant aux autres entraînements et il repart après. Pourtant, je pense qu'il a plus grand chose à prouver. Et encore il continue. Donc bon, voilà, c'est ça qui va faire la différence en fait. Et pour toi, c'est quoi une bonne préparation? C'est aller faire tes recherches sur le client, sur la personne que tu rencontres, sur son entreprise. Ouais. C'est quelles autres astuces tu as à partager sur une bonne préparation? Évidemment, il faut googliser et le nom de l'interlocuteur et le nom de l'entreprise. Bon, quand tu googlises le nom de l'interlocuteur, tu arrives sur LinkedIn. Alors, il y en a qui se limitent à aller voir le profil vite fait. Alors déjà, c'est déjà un premier lien. Mais si la personne a une activité, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'elle poste. Si elle poste pas, qu'est-ce qu'elle a commenté, qu'est-ce qu'elle a aimé. Bien descendre sur tout le profil, voir ses intérêts, hein, puisqu'on peut s'intéresser à certains sujets. Donc, évidemment, LinkedIn. Et puis, quand on googlise, on voit où est-ce qu'on arrive. Hein. Des fois, sur une galerie de photos, on va voir qu'un tel a fait une compétition de sport auto. Voilà, donc, ça donne des informations. Et puis, évidemment, après, le site Internet de l'entreprise, ça permet d'avoir une certaine visibilité. Alors, je vois Philippe qui dit des fois, les sites, effectivement, sont pas complets. Après, j'ai pas les infos, mais je dois faire l'effort de le faire. Et puis, c'est aussi, pourquoi pas, une clé d'entrée, de dire, tiens, je suis allé sur votre site, j'ai vu que voilà, il y avait une mise à jour qui n'était pas depuis 2016, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, au moins, je montre à mon client que je me suis intéressé à lui. Quoi. Ton plus gros post sur TikTok, c'est aussi un post sur la préparation. Alors nous, dans notre préparation, on n'a pas réussi à l'uploader en vidéo. Donc ça, c'est foiré. Est-ce que alors, il est rapide ou il est... il dure moins d'une minute. De toute façon, le format TikTok, c'est moins d'une minute. Hein. Tu arrives à nous le partager par écran? C'est-à-dire que je mets mon téléphone devant comme ça, là? Allez, vas-y. Ça peut être rigolo. C'est une vraie expérience. Ok, on va essayer. Alors déjà TikTok, bon oui, ça fait peut-être 1 an que j'ai créé mon compte. J'y suis allé tout doucement. Je commence à être un petit peu plus actif. Donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai 3200 abonnés. Il faut quand même savoir que ma chaîne YouTube, ça fait 10 ans qu'elle existe. Alors, je ne mets pas énormément de vidéos, mais j'en mets de temps en temps. Je suis à 4000 abonnés. Quoi.
Donc, pour dire la puissance du truc, 36 000 j'aime, enfin bon. Et j'ai fait effectivement une vidéo, j'aime bien de temps en temps, comme j'ai fait avec ma trottinette, prendre des images pour expliquer quelque chose. Et en fait, je donne le contexte, hein, il y a un an, au Energy Music Awards, donc il y a Nikos qui est devant un parterre de personnes et il veut prendre une photo. Je vais vous passer la vidéo, je vais mettre du son. Et je l'ai ressorti là au moment des Energy Music Awards. Et effectivement, cette vidéo a fait 542 000 vues. Pardon, excusez-moi. Donc 542 000 vues, c'est possible sur aucune plateforme aujourd'hui. 31 000 likes, 193 commentaires. Enfin bon, c'est énorme. Et je vais essayer de vous la passer. Donc, et Jérémy a mis le lien dans le chat, comme ça vous pourrez la voir après. Vous pourrez vous abonner à mon compte TikTok. Yes. Alors attends, si je fais ça, ok, à l'ancienne. Tac, après ça va être sur tout l'écran. Attention, faut sourire, il y a tout le monde. Vous pouvez baisser un peu votre tête en toute amitié. Ah, et du coup, le texte, il est à l'envers. Non, c'est parfait, on le voit bien. Oui, c'est merci beaucoup. Merci. Bonsoir Nikos. Bonsoir, hi my friend. Juste m'excuser tout à l'heure parce que I didn't mean to offend you. Let me explain. It's important to me. Tout à l'heure, je suis venu faire une photographie, mais c'était pour les artistes qui se produisent dans la performance pour laquelle les téléspectateurs peuvent voter. Vous n'étiez pas dans cette nomination, donc je ne vous ai pas éjecté de la photo, je voulais juste photographier cette catégorie. Ça a été après, ça a été commenté évidemment du shooting d'énervement. Attention, faut sourire. Voilà. Pas mal. Ah ouais, le gars, en fait, il dit à un gars de se pousser, mais c'est sûr qu'il ne savait pas qui c'était. Et après, il essaie de trouver une explication, mais on sent déjà qu'il n'est pas à l'aise. Hein, il essaie de oui, mais en fait, tu ne faisais pas partie de cette catégorie. Mais non, c'est qu'il n'avait pas préparé son rendez-vous. D'un côté, le mec, il est un peu bête dans le sens où les gens qui étaient là, qui sont dans cette assistance et à cet endroit-là, il sait qu'a priori, c'est quand même des VIP, entre guillemets, quoi. Voilà. Ça nous fait la transition toute trouvée vers le social selling. Tu disais que tu utilisais énormément LinkedIn dans une approche inbound et pas dans une approche prospection pour attirer tes clients. Ça fait 1 an maintenant que tu es allé sur TikTok. De tous les social sellers, influenceurs, parce que tu es au-delà d'être un social seller, tu es un influenceur de LinkedIn, etc. Je préfère praticien, moi. Je préfère praticien qu'influenceur. Praticien, si tu veux. De tous les praticiens, t'es le seul que je connaisse qui soit vraiment allé sur TikTok assez tôt, alors que tout le monde dit que TikTok est une plateforme plus pour les jeunes, que c'est les ados qui y sont, etc. Qu'est-ce que tu es allé y chercher? Est-ce que tu y as déjà trouvé du business? Comment tu vois les choses? C'est quoi ton retour d'expérience de cette année sur TikTok? Alors, il y a Thibaut d'ailleurs qui pose une question dans ce sens-là. Il y a vraiment du potentiel sur TikTok pour les gens comme nous. Alors, je ne sais pas ce que c'était les gens comme nous. Ouais, alors, en fait, quand j'ai découvert cette plateforme, forcément, on en parlait. Je suis allé voir. Bon, j'ai essayé des trucs qui ne marchaient pas. Alors, forcément, quand tu as 5-10 abonnés, ça ne marche pas déjà. Enfin, c'est compliqué. Quoique, avec peu d'abonnés, on peut faire des scores pas possibles. Hein. On le voit là. Parce que je suis à 3000 abonnés, mais quand j'ai passé la vidéo, je devais être à 1005. Hein, celle qui a fait plus de 500 000 vues. Aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas vous dire allez sur TikTok, ça va être comme sur LinkedIn, le business va arriver tout seul, etc. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que les gens qui sont sur TikTok, alors il n'y a pas que des jeunes, tout ça, il y a vraiment de tout. Oui, il y a une grosse partie de jeunes. Maintenant, les jeunes, c'est mes clients de demain aussi, quand y penser. Et puis que les jeunes ont des parents. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois. J'ai un prospect qui m'a contacté parce que son fils lui avait montré ma vidéo TikTok. Hein, donc, en fait, il a vendu le truc. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je pense que moi, je suis persuadé, ce que je disais tout à l'heure, Gabriel, que cette plateforme, elle va détruire Instagram. Alors, c'est fort ce que je dis, hein, mais c'est parce que ils ont l'intelligence d'animer cette plateforme, ce qu'Instagram ne fait pas. Qu'Instagram, ils ont dit, allez, on va mettre des filtres. Bon, ok. Maintenant, ils ont fait les mêmes, mais parce que TikTok est arrivé, hein, c'est juste qu'ils se sont fait bousculer. Moi, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé Viadeo LinkedIn, en fait. C'est-à-dire que Viadeo était là, tranquille, tout seul, machin, etc. Je me souviens, à 10 ans en formation, je disais, allez sur Viadeo, LinkedIn, c'est confidentiel, c'est international, etc. Aujourd'hui, Viadeo, ils n'existent plus. Enfin, ils existent, mais voilà, c'est une base de données pour Figaro, mais bon, voilà. Et je crois vraiment qu'il faut y aller. Alors,
En plus, l'intérêt, c'est que moi, je fais des vidéos sur TikTok, mais que je peux reposter des fois sur Instagram et que je peux reposter aussi même des fois sur LinkedIn et peut-être même des fois dans mes stories LinkedIn. Donc, ça sert à plusieurs choses, hein, puisqu'on peut exporter la vidéo assez facilement. C'est super facile, super intuitif. Il y a des tonnes de filtres, c'est animé sans arrêt. Ils ont des challenges, ils lancent des hashtags régulièrement. Et en fait, je trouve que c'est ça la force de ce réseau, c'est qu'ils le font vivre. Et c'est pour ça que ça va exploser. Donc, allez-y, allez créer votre compte, regardez comment ça se passe, allez voir. Après, vous avez les comptes sur lesquels vous êtes abonné, vous avez les pour toi. Hein, donc, en fonction de ce que vous allez voir, et pareil, comme tous les algorithmes, et les choses sur lesquelles vous allez vous arrêter, on va vous proposer des choses qui seront personnalisées. Et si vous n'allez pas voir des jeunes filles qui dansent ou des gamins en train d'expliquer comment ils jouent au Rubik's Cube, vous allez vous créer aussi votre propre fil qui pourra être intéressant. Et donc, tu rencontres des gens comme nous, à savoir plus de 45 ans. Oui, il y en a, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu au-delà des enfants de tes clients, est-ce qu'il y a eu quand même des profils qui peuvent être un peu clients, même si tu n'as pas nécessairement fait de business avec. Tu as eu des échanges, ça t'a ouvert des conversations. Bien sûr, parce que dans les commentaires, il y a un truc très facile. Par exemple, quelqu'un te fait un commentaire, tu peux faire une vidéo pour répondre à son commentaire, et dans la vidéo, on voit le commentaire, on voit la question. Donc rien que ça, et tout est super intuitif. Tu vois, j'ai fait un post hier, je galère moi pour avoir le live sur LinkedIn. J'ai 95 000 abonnés. Ils ne t'ont toujours pas donné? Non, toi non plus. Non. Je comprends pas. Et puis en plus, quand tu as le live, pour avoir fait un live hier avec Amélie Favre, il faut en plus le logiciel, etc. Sur TikTok, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut 1000 abonnés. Voilà, c'est pas trop compliqué. Le truc, il est débloqué tout de suite à 1000 abonnés. Hein, tu passes de 999 à 1000. Bouf, et tu fais live et tu es en live. C'est-à-dire que voilà. Donc, j'ai fait des lives pour expliquer aussi des choses sur LinkedIn. Et puis, il y a des gens que j'ai retrouvés sur LinkedIn. Donc, il y a des gens quand même qui ont un profil LinkedIn qui sont aussi sur TikTok et j'ai eu des commerciaux. Donc, voilà. Il faut, en tous les cas, aller voir ce qui se passe. Ça vous donnera peut-être envie. Et je ne vous dis pas que demain, vous aurez du business grâce à TikTok. Ouais, mais là où je te rejoins, et tu as parfaitement raison, il y a une prime sur toutes les plateformes digitales au pionnier, au premier, à celui qui prend la place en premier, qui va réussir à occuper le terrain pendant que le terrain est assez vierge. Et puis, dès que le terrain n'est plus vierge, et c'est vrai pour LinkedIn, mais c'est vrai pour le référencement naturel et l'inbound marketing, c'était vrai sur Facebook et sur Instagram, etc. Dès que le terrain n'est plus vierge, et ça, c'est un des gros travers des plateformes digitales, enfin travers pour nous qui essayons de les exploiter pour faire du commerce ou du marketing ou de l'acquisition en général, c'est que on est dans des logiques de rendement décroissant. Et que plus le temps passe, même si on progresse, plus les résultats sont pourris. Je pense qu'on le vit tous en ce moment sur LinkedIn où le reach a quand même sacrément dévissé. Et donc, tu disais que tu as fait 500 000 vues sur TikTok. Je pense que ça fait longtemps que même Michael Aguilar a pas fait 500 000 vues sur LinkedIn. Alors, ça lui arrivait, je sais qu'à l'époque, il avait fait son record doit être autour du million. Mais je le vois, moi, qui faisais plusieurs milliers de vues avec une petite vidéo assez moyenne quotidiennement il y a il y a 2 ans ou 3 ans, maintenant, je sais plus, au début de LinkedIn. Aujourd'hui, j'arrive plus du tout à avoir les mêmes résultats, alors que je suis passé par une époque où j'ai fait des vidéos vachement plus qualitatives, etc. Donc, il faut, dans le digital, savoir être pionnier, savoir défricher. On peut se planter parce que, bon, typiquement, il y a des plateformes qui vont peut-être jamais décoller, mais être pionnier sur une plateforme, ça permet vraiment d'en tirer tous les bénéfices avant que tout le monde y soit. Ça a été vrai récemment. Nous, on a fait de la pub sur Amazon qui avait un retour sur investissement incroyable pour vendre nos bouquins. 1 an après, le ROI n'est plus du tout le même, quoi. Donc, il faut vraiment s'habituer à ces rendements décroissants qui sont extrêmement frustrants parce que nous, on a l'habitude tous d'être dans des rendements croissants, à savoir que plus on progresse, plus on a de l'habitude, plus on devient meilleur, plus les résultats sont meilleurs. Donc ça, il y a une récompense un peu à l'expérience, au temps qu'on y passe, etc. Et que dans ces plateformes, au final, c'est l'inverse. Il faut être pionnier, il faut défricher,
Puis quand on commence à se développer, à être meilleur, ben les résultats deviennent moins bons. Et en fait, il faut plutôt que d'essayer de persévérer sur l'endroit où tout le monde est, aller chercher de nouveaux endroits et d'être dans cette exploration permanente et dans cette découverte permanente. Donc vraiment, je ne peux que féliciter et louer tes expérimentations sur TikTok. Et puis après, c'est vrai que je l'ai vu, les trucs que tu testes sur TikTok, tu peux les ramener ailleurs et de fait être plus créatif sur LinkedIn que la plupart d'entre nous qui n'avons pas cette créativité-là parce qu'on n'a pas les fils TikTok, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Et franchement, c'est super facile, quoi. C'est-à-dire que tout est très intuitif. C'est vraiment bien pensé pour faire du montage vidéo. C'est-à-dire que même si tu as des logiciels de montage vidéo, tu passes par TikTok, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Et j'avais des petits logiciels avant très simples sur smartphone, mais là, il te propose de la musique. Donc, de la musique, forcément, entre guillemets, qui est libre de droit, mais que tu peux utiliser, puisque c'est TikTok qui te la propose. Tous les morceaux actuels sont sur TikTok. Voilà, j'ai l'impression de faire de la pub sur TikTok, mais Mais c'est ça, j'étais en train de me dire que tu es un super évangéliste de TikTok. Est-ce que TikTok t'a déjà contacté pour que tu ailles aider à développer TikTok auprès des plus de 40 ans? tu pourrais les contacter. 52, hein. Hey, j'en ai 52, tu vois, je vois Hélène qui met 49 ans, moi j'en ai 52. Bon, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et franchement, c'est facile à utiliser. Et justement, je me dis aussi, par rapport à mon âge, je vais toucher peut-être d'autres gens, mais moi, les gens que je vais toucher, c'est forcément aussi des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Donc, voilà. Et je peux les ramener ailleurs. Et l'avantage, c'est que c'est 1 minute. Donc, je sais pas, tu as une idée, tu as un truc, hop, tu fais un truc rapide. Ça te prend, allez, en 5 minutes, tu as fait une vidéo TikTok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur TikTok, sur les réseaux sociaux en général, autour de LinkedIn? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience que tu veux partager de LinkedIn, justement, sur la baisse du reach, le cas échéant, sur la façon dont tu recommandes aux gens et à tes clients aujourd'hui et les gens que tu formes de s'approprier l'outil? Ouais, alors moi, baisse du reach, oui, je l'ai vu. Maintenant, tu te rends compte que quand tu as la bonne recette, ça fonctionne encore. J'ai un post que j'ai fait il y a 1 semaine qui est aujourd'hui à plus de 200 000 vues, qui a été repartagé 800 fois. Hein, je faisais un espèce de... Alors, le truc qui cartonne en ce moment, c'est le carrousel. Parce que le dwell time, donc le temps de séjour, a pris une part super importante dans l'algorithme, beaucoup plus que presque les likes et les commentaires, même si ça joue encore un peu. Et donc, plus on réussit à faire passer du temps sur le post, plus il a de viralité. Et évidemment, ça fait quand même beaucoup plus réfléchir au contenu et se dire, tiens, c'est quoi le contenu qui risque d'être viral? Donc, ça marche encore. Maintenant, je fais encore des posts à 20 ou 25 000 vues. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir un réseau de 95 000 abonnés. Donc, c'est quand même difficile de comparer à des gens qui démarrent ou qui en ont moins, parce que bon, c'est vrai que dès que je poste un truc, très vite, j'ai 2000, 3000, 5000, 10 000. Bon, maintenant, ça s'est construit aussi, hein, parce qu'on sait quand même que sur LinkedIn, les 30 000 premiers contacts, c'est des contacts de niveau 1. Mais après, tu peux plus avoir des contacts de niveau 1, c'est-à-dire que tu peux plus les demander en connexion, donc tu peux plus rien automatiser. Et à partir du 30 001, c'est des gens qui suivent ta page. Donc je me dis, j'ai effectivement 30 000 contacts de niveau 1, mais j'en ai quand même 65 000 qui se sont dit, tiens, j'ai envie de suivre ce gars-là en n'ayant même pas une connexion en échange. Sachant qu'il y a 1 an et demi, j'étais à 30 000. Juste pour vous dire, voilà, donc ça fait 65 000 gens qui ont dit, tiens, je vais le suivre sur LinkedIn. Maintenant, c'est que par du contenu. Et je fais rarement, quasiment jamais de la promo ou de la pub en disant, j'essaie d'apporter du contenu qui est lié à mon métier. Voilà. Maintenant, je publie quasiment tous les jours, même si là, je vais passer un rythme de 2 jours parce que les posts, en revanche, ont une durée de vie qui est beaucoup plus importante qu'avant. Et c'est pour ça que, en fait, si vous voulez, c'était tuer les pods, qui soient automatiques ou humains. Donc maintenant, c'est vraiment les réactions, mais à plus long terme. Donc c'est ça qui a changé. Donc, ce qui est bien, c'est que ça vit quand même plus longtemps. Alors il y a Nadia qui nous reprend. Quelle est la place du commercial dans le parcours d'achat? Elle a raison, Nadia. C'était le sujet. Tout à fait. Tout à fait. Merci Nadia pour ce rappel à l'ordre.
Déjà, on va essayer par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur TikTok, sur LinkedIn. On est dedans, là. Hein. Enfin, on est dedans, mais il faut se remettre dedans. Ce que tu décris un peu, et ça c'est intéressant, tu décris un commercial où finalement qui prend une grande place dans le parcours d'achat, parce que c'est à travers lui, à travers sa visibilité, qu'il va attirer, tel que tu le décris en social selling, tel que tu le fais pour toi, qui va attirer le prospect. C'est ça. Et effectivement, à côté de ça, tu as le marketing qui, à travers d'autres outils, alors, le compte de la marque sur les réseaux sociaux, mais on le sait tous que les comptes de marque sur les réseaux sociaux marchent moins bien que les comptes individuels, donc c'est pas tant sur les réseaux sociaux que le marketing prend une place. Moins bien, t'es gentil en plus. Oui, c'est ça, ne marche pas du tout, sauf à payer très cher. Mais le marketing est censé intervenir ailleurs, donc plus avec le site web, le référencement naturel, avec des campagnes d'emailing, avec des campagnes de communication plus classiques, enfin tous les leviers qu'on évoquait dans la vidéo initiale. Je vois qu'il n'y a pas que Nadia qui fait un rappel à l'ordre sur le sujet. Oh merde, on a perdu Jean-Pascal. Non, je suis là. On a perdu ta vidéo. Ah bon? Ouais. Je me vois, moi. Je me vois. Attends, je vais essayer de. Je vais remettre. Le réseau qui fait un truc bizarre. Mais si tant que t'es là et qu'on s'entend, c'est l'idéal. Je me vois. Et qu'est-ce que je disais? Je disais que tel que tu le décris là, c'est l'origine du lead et l'origine du premier contact, elle est propre au commercial. Comment tu vois les choses dans un lead qui est apporté par le marketing? Quelle est la... Enfin, et je faisais un webinaire avec Patrice Lobigna mardi, et c'était hyper intéressant. Tu avais Frédéric, le patron de Cision, qui disait, moi j'ai toujours dit à mes commerciaux que quelle que soit la provenance du lead, ça m'intéresse pas, ce que je veux c'est le chiffre à la fin. Et il disait de façon assez bizarre en disant, moi ce que je trouve dingue, c'est que mes confrères autres, DG, présidents, etc., ne disent pas la même chose à leurs équipes et parfois mettent en opposition les équipes commerciales avec les équipes marketing sur qui est à l'origine du lead. Quel est ton sentiment là-dessus? Comment tu vas, quel conseil tu vas donner à des gens que tu formes sur être à l'origine du lead ou sur comment traiter un lead marketing? Est-ce que tu traites ce sujet-là d'ailleurs? Ouais, alors tu sais, de plus en plus maintenant, on parle un peu de fractionnement dans la fonction commerciale. On parle de SDR, d'account executive, et c'est vrai que le SDR, donc le Sales Development Representative, lui, il est censé être en amont, en aval, pardon, je dis en amont, amont, c'est ça. Donc en amont du cycle de vente, donc c'est peut-être lui qui sera peut-être plus visible sur les réseaux sociaux, c'est lui qui va prospecter, et puis après le lead arrivant par le marketing, ce sera peut-être justement le account exécutif qui lui va gérer ça en fait, puisqu'il sera pas à l'origine. Maintenant, c'est compliqué, je pense, dans le management de dire tiens, c'est un tel qui a ramené le lead et tout. On parle aussi du marketing, ce mélange de sales et de marketing. Donc, avant, on disait il y a les éleveurs et les chasseurs. C'était dans les années 80, 90, même 2000. Voilà, il y a le mec qui va aller prospecter, puis une fois qu'il a prospecté, qu'il a le lead, boum, on va le donner à un éleveur. Bon, pour tout compte fait, on n'est pas si loin quand on parle de SDR et d'account exécutive. Donc vraiment, c'est spécialiser la fonction commerciale en fait, et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc celui qui va gérer le lead marketing, c'est peut-être quelqu'un qui est plus habitué à gérer la relation face à face, à négocier, à argumenter, alors que l'autre, il va peut-être faire de la présence et puis de la détection de lead, ou par le téléphone, ou par les réseaux sociaux. Et t'en penses quoi de ce fractionnement? Comment je pense que le commercial que tu es ou que je perçois est pas hyper fan de ça.
parce que tu m'as l'air d'être un vrai homme orchestre qui aime aller chercher, accompagner, aller jusqu'au closing. Donc je comprends que ce soit pas ta propre culture à toi. C'est ça. Ça c'est ce que je perçois, hein, Mm. mais qu'en est-il de justement parce que aujourd'hui tu formes des commerciaux, tu formes des jeunes commerciaux aussi qui eux rentrent dans ces postes avec ces différents rôles segmentés, fractionnés. Comment tu vois cette évolution-là? Comment tu l'accompagnes dans tes formations? Parce que là, tu nous l'as décrit, et tu nous l'as bien décrit, mais tu n'y as pas mis encore ta part de subjectivité. Alors c'est vrai que moi je suis un commercial, enfin moi j'ai commencé en 92, le métier de commercial, donc c'est vrai que pour moi, moi je prospectais, je faisais tout, la négociation, et aujourd'hui j'ai toujours ce rôle-là, hein, puisque moi je suis un artisan, hein, je suis tout seul, donc c'est moi qui vais chercher mes clients. Alors grâce à LinkedIn, ils arrivent un petit peu, entre guillemets, pas tout seul, mais parce que je publie régulièrement, hein. Et c'est moi qui fais le rendez-vous et c'est moi qui fais le closing, donc c'est vrai que c'est ça que je vends aussi quand je suis face à un client. Je dis, je vais former ton équipe, mais tu vois, c'est moi qui suis en face de toi, hein. Je suis pas un guibier de formation où tu as un chargé entre guillemets de développement qui est là, qui va essayer de trouver un consultant qui, bon, voilà, c'est moi et ce sera que moi. Donc tu vois, ça te plaît pas, mais c'est ma façon de faire. Donc oui, moi c'est vrai que je suis pas fan de cette répartition. Maintenant, comment j'accompagne les entreprises? Si l'entreprise elle a ce fractionnement-là et cette organisation-là, je vais pas aller à l'encontre parce que je la comprends aussi. Donc, s'il faut travailler sur la prospection, sur comment j'utilise les réseaux sociaux, on travaille sur ce sujet-là. Et puis, s'il faut travailler sur la partie avec les accounts exécutives, sur la partie négociation, quand je suis face à un acheteur, comment je fais, c'est quoi les techniques des acheteurs, là, on va travailler sur le sujet. Donc, ça va être des modules différents. D'accord. Et donc, toi, tu as pareil fractionné tes modules bien sûr. pour accompagner le fractionnement du métier, en fait. Je les avais déjà parce que c'est vrai que j'avais déjà, entre guillemets, des modules prospection, modules réseaux sociaux, modules plutôt les étapes de la vente et puis modules plutôt négociation. Donc, des fois, je faisais l'ensemble avec, et il y a des forces de vente qui fonctionnent quand même encore beaucoup comme ça, hein, avec c'est moi qui dois trouver le lead, c'est moi qui prospecte, c'est moi qui fais l'entretien et c'est moi qui close, hein. Il y a quand même encore beaucoup de boîtes qui fonctionnent comme ça, hein. Donc, en fonction, je leur dis, voilà, il faut faire tel ou tel module. Et pour toi, donc on entend une forme de, enfin en tout cas toi ça te convient pas. Pour toi, comment tu inscris les avantages, inconvénients de ces deux approches entre une approche, on va dire le commercial et un peu en solo et gère l'ensemble du processus, ou une approche beaucoup plus fragmentée avec les uns qui chassent, ou le marketing qui apporte un lead, les autres qui closent. Et puis après les autres qui accompagnent, parce que tu as parlé des SDR et des account exécutifs. Derrière, on a les CSM, les Customer Success Managers, qui font plus le suivi, l'upsell. Et on a vraiment découpé trois métiers. Les éleveurs, ouais. Ces trois métiers-là. Pour toi, c'est quoi les avantages, inconvénients? Qu'est-ce que tu reproches un peu à ces nouvelles démarches? Qu'est-ce que tu trouves plus intéressant? Tu sais, moi, ça me fait penser à une image, hein, c'est le médecin généraliste et le médecin spécialiste, en fait. C'est-à-dire que l'avantage du généraliste, c'est que quasiment pour tout, il va pouvoir s'occuper de toi, en fait. Après, quand il y a des cas particuliers, quand il y a des comptes qui sont peut-être plus compliqués, plus structurés, multi-acheteurs, bon, c'est peut-être plus compliqué. Donc là, c'est quand même peut-être bien d'avoir un spécialiste et quelqu'un qui fait que ça. L'avantage d'être spécialiste, je vais éternuer. Excusez-moi. L'avantage d'être spécialiste. Personne n'a attrapé de virus. Non, je vais tester. Pardon, je me suis fait tester hier matin, donc normalement ça va. Oui, l'avantage d'être spécialiste, c'est que comme tout spécialiste, quand on connaît très très bien quelque chose, normalement, on est meilleur. Le généraliste, il n'a pas tout ça. Donc, je crois qu'il y a des avantages et des inconvénients pour tout. Je crois que pour le client, moi, j'aime bien ce côté quand même généraliste, mais qui rassure, comme le bon généraliste, le médecin de famille, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que c'est cette image-là, c'est j'ai mon interlocuteur, c'est lui qui est venu me voir, c'est lui qui me suit, c'est lui que je revois dans 2 ou 3 ans.
Et il y a des clients, hein, si on fait une analogie avec la méthode des couleurs, le client qui est vert, qui est dans la stabilité, qui n'aime pas le changement, lui, il n'aimera pas avoir trois têtes sur son parcours d'achat. Donc là, on est en train de se dire comment on se structure, mais la bonne question, c'est qu'est-ce qui plaît au client en fait. Hmm. Alors, je te rejoins complètement sur la Merci, Tony. métaphore du généraliste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette blouse blanche. Et Jérémy a partagé dans le chat un article que j'ai fait sur pourquoi je ne veux pas être un spécialiste et vive les bons généralistes. Donc, je t'invite à le lire. On est parfaitement alignés. Moi, je trouve que les spécialistes ont un côté de vouloir traiter absolument le problème lié à leur spécialité. Et qu'en marketing, et je l'ai montré avec la cartographie de l'acquisition, il faut savoir se dire, c'est peut-être pas cette spécialité-là la bonne, et que ça peut être pertinent dans votre cas de figure de continuer à faire des flyers à la sortie du métro parce que vous êtes une salle de sport et que votre salle de sport elle est juste à la sortie du métro et que vous serez beaucoup plus efficace en faisant des flyers à la sortie du métro qu'en faisant du LinkedIn, du Facebook, du Instagram, que ce soit. Et c'est ça, moi je trouve le bon intérêt du généraliste en marketing. Mais on a plus bas dans le chat, j'arrive pas à le reprendre. Une question sur c'est Vetri Selvan qui dit et c'est vrai aussi, c'est le problème du commercial un peu d'il y a 20 ans qui venait avec son carnet d'adresses, qui était propriétaire du carnet d'adresses d'une certaine façon parce qu'il était le généraliste et que c'est lui qui avait la relation, il pouvait balader son carnet d'adresses d'une entreprise à l'autre et finalement l'entreprise ne capitalisait pas sur ses clients, sur son processus d'acquisition, etc. Un des bénéfices quand même, non pas de la spécialisation et du découpage, mais plutôt de générer ses propres leads, d'avoir un process pour vendre et un autre pour faire de l'élevage, ça permet quand même à l'entreprise de devenir plus propriétaire de ses clients et de pas partager cette propriété avec ses commerciaux. C'est vrai, et quand tu dis que le commercial a changé, il a changé aussi parce que avant c'est lui qui est arrivé avec sa connaissance et sa science, c'est lui qui a amené la connaissance. Aujourd'hui, le client, il n'a pas besoin de toi pour connaître des produits, il y a des vidéos de démo, il y a des avis clients, etc. Donc, c'est vrai que cette posture-là, elle a changé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ma plus-value soit ailleurs. Et quand on reprend l'image du médecin, moi que j'utilise souvent en formation, c'est cette capacité à faire le bon diagnostic. Tout compte fait, la démonstration produit ou l'explication produit, elle est moins importante aujourd'hui. C'est vraiment cette force. Et d'ailleurs, quand tu vas chez le médecin, là où tu es en confiance, c'est au moment du diagnostic. Le gars, il a fait 10 ans d'études, mais juste pour te poser les bonnes questions. Et que s'il te pose des bonnes questions, c'est là où tu es en confiance. Et après, l'ordonnance, tu dis oui, je la prends. En fait, tu discutes pas. Et c'est faire le bon diagnostic, c'est aussi t'introduire les bons spécialistes au fil du parcours. Moi, c'est un peu dans notre rôle de généraliste en marketing. On est bien sûr là à dire tiens, en ce moment, vous devez faire des flyers et on a des très bons spécialistes pour faire des flyers. Alors c'est pas le truc le plus compliqué nécessairement, mais vous devez faire des RP. On a les bons spécialistes pour faire les RP. Vous devez faire du SEA ou de la mise en place d'un truc hyper compliqué en marketing automation. On a les bons spécialistes pour ça. Et on pourrait avoir à la fois encore segmenté un rôle de quelqu'un tu parlais des profils verts, de quelqu'un qui sert de guide du début à la fin de la relation. Un référent, c'est celui à qui on s'adresse, etc. Et qu'au passage, rien ne l'interdit de l'amener son client auprès de la compte exécutive au moment où il faut négocier, auprès de l'avant-vente au moment où il faut faire la démo, etc. Et d'avoir à la fois cette dimension, j'ai une relation personnelle qui s'établit, et au passage, j'ai un expert de la démo ou de l'outil qui apporte une information, j'ai le closer qui fait la négociation peut-être un peu plus dure, et ça permet au passage de jouer à des logiques de bad cop, good cop assez classiques et traditionnelles. Ce qu'on dit là, c'est ce qui se passe dans beaucoup de boîtes. C'est que tu as le commercial, tu as le manager commercial, et puis le manager commercial, il vient quand la négo est un petit peu plus difficile et quand on est à la fin. Donc en fait, c'est souvent le manager qui joue ce rôle-là d'ailleurs. Mais je reviens là parce qu'il y a des questions sur
la place des commerciaux dans le parcours d'achat. Ils disent on n'est pas dedans, mais si, on est tout à fait dedans. C'est que, en fait, le commercial, dans le parcours d'achat, il doit être tout le temps. Et surtout, il doit être bien avant. Et ça, c'est peut-être la différence il y a 10 ou 15 ans. C'est que il doit être présent sur les réseaux sociaux, il doit montrer que c'est un expert, il doit montrer qu'il connaît le métier, il doit apporter de la valeur, il doit être capable de faire de la veille et de l'apporter à ses clients, il doit être capable de faire de la curation et de l'apporter aussi à ses clients, ou sous forme de newsletter ou sur les réseaux sociaux. Et c'est certainement là la grande différence qu'il peut y avoir avec le commercial d'il y a 20 ans. C'est qu'il doit être là beaucoup plus en amont parce que le client aujourd'hui, il a de moins en moins envie d'être sollicité, il a de moins en moins envie d'être prospecté. Il se dit, tiens, moi j'ai Internet, hop, ça y est, je recherche quelque chose. Et il faut être présent. On a un biais cognitif, c'est le biais de simple exposition. Moi, quand on me dit pourquoi tu publies tous les jours, si je publie pas pendant un mois, tout le monde va m'oublier. C'est-à-dire que j'existerai plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de flux d'informations. Maintenant, comme je suis tout le temps là, tout le temps présent, les gens, quand ils disent, tiens, j'ai une formation, tiens, il faudrait que je forme mes commerciaux, tiens, son truc sur le disque, c'est intéressant, boum, je le contacte. Donc, ce que je fais moi à mon petit niveau, c'est ce que chaque commercial dans une entreprise doit être capable de faire. Et là, on rejoint ce commercial qui prend de la place, qui n'est pas que en bout de chaîne, comme ce qu'on disait sur les accounts exécutifs, ce genre de choses. Et je suis d'accord avec toi, quelqu'un qui est bon sur son secteur, qui aime son métier, il doit être passionné, partager cette passion sur les réseaux sociaux, attirer l'attention, relayer des infos de son entreprise ou relayer des infos personnelles. Comment on va dire, ce personal branding ou je sais plus qui dit ça, un des autres praticiens, là, tu vas me le retrouver d'ailleurs, qui parle de professional branding, Friedleski. Bruno Friedleski qui a cette version-là. Donc, comment concilier le professional branding du commercial avec le branding de l'entreprise? Comment concilier les deux, qu'il n'y ait pas l'un qui cannibalise l'autre ou l'autre qui cannibalise l'un ou l'autre qui considère que le professional branding est trop important par rapport au branding de l'entreprise. Quels sont tu parlais de marketing aussi, quelles sont les bonnes clés pour c'est la chose qui est pas évidente, puisque c'est vrai que moi quand je fais des formations sur LinkedIn à des commerciaux, les gars ils me disent mais mon profil c'est pas le profil de la boîte quoi. C'est-à-dire que moi j'ai pas envie de communiquer des choses sur la boîte, tu vois. Donc tu as ce type de réaction. Donc après moi je leur dis de toute façon tout ce que vous allez faire, même si vous le faites par rapport à votre boîte aujourd'hui, vous travaillez sur votre marque personnelle quand même. C'est-à-dire que vis-à-vis de futurs recruteurs, si vous avez envie de changer de boîte, ou vis-à-vis des clients, on se dit tiens, ce mec-là, il est expert d'eux. Il connaît bien tel ou tel produit, il me partage des bonnes informations. Donc, quoi que vous fassiez, vous le faites, oui, pour votre boîte, mais vous le faites avant tout pour vous. Et c'est comme ça qu'on réussit aussi à motiver les gens à être un petit peu plus actifs sur LinkedIn. Moi, je leur dis, tout ce que vous faites pour vous, puisque de toute façon, votre profil, il est à votre nom. D'ailleurs, en général, tu l'as créé avec ton adresse mail perso, pas avec ton adresse mail professionnelle. Donc, c'est ton profil. Tu as envie de mettre une bannière de ta boîte, tu mets une bannière de ta boîte. Si tu n'as pas envie de mettre une bannière de ta boîte, tu ne mets pas une bannière de ta boîte. En tous les cas, ta boîte ne peut pas t'obliger à quelque chose sur ton profil personnel. Maintenant, tout ce que tu vas faire, dis-toi que c'est vu par tes prospects, c'est vu par tes clients. Et peut-être que demain, même si tu changes de boîte, les gens qui t'ont vu là, qui seront peut-être tes futurs clients, peut-être dans d'autres secteurs, voilà, t'existes et ton client, il doit t'acheter toi avant d'acheter quoi que ce soit. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup peut-être presque plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. C'est que je suis fan du disque parce que on peut compenser beaucoup de choses dans les méthodes de vente si on est capable de créer cette relation et de comprendre qui on est en face de nous. Et c'est pour ça, quand tu me disais tout à l'heure, tiens, on met cette organisation en place, je suis pas sûr qu'elle soit toujours bonne et en tous les cas, pas toujours orientée client. C'est-à-dire qu'il y a des clients à qui ça va plaire et des clients à qui ça va déplaire. Il y a un client qui voudra, lui, avoir toujours la même personne et il y a des clients qui s'en foutent. Le principal, c'est d'avoir le mec qui va répondre en face d'eux, mais qui est Pierre, Paul, Jacques, qui s'en foutent. Et c'est dommage de dire, voilà, on fonctionne comme ça. C'est se dire, tiens, allez, on voit comment fonctionne le client et après, c'est à moi d'adapter mon parcours d'achat et pas l'inverse. On arrive à 12h à la fin de ce webinaire.
Moi, est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu? Il y a un peu de frustration, effectivement, qu'on ait abordé le sujet un peu tardivement, même si je considère qu'on l'a quand même abordé avant, mais sous un autre angle et en particulier sous l'angle du social selling. Est-ce qu'il y a des questions qui sont importantes à répondre pour pas qu'il y ait de frustration avant que... Il y a Nadia qui dit que pensez-vous du commercial 3.0? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le commercial 3.0, hein? Est-ce que c'est le commercial augmenté? Est-ce que c'est l'utilisation de la vente en vidéo? Est-ce que c'est l'utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'utilisation de tablettes ou de choses qui vont faciliter sa vie? De toute façon, le commercial 3.0, c'est le commercial d'aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il ne prend pas en compte, et moi-même, je vois plein de commerciaux qui ont même 20, 25 ans, ils sortent de l'école, même d'une école de commerce, ils n'ont même pas leur profil LinkedIn, ils savent même à peine ce que c'est. C'est quand même, ça fait peur. Aujourd'hui, j'ai publié là, les 20 pires jobs. Il y a une étude qui a été faite. Le métier de vendeur, il est 13e. C'est quand même terrible de se dire que ce métier de la vente, dans les pires, il est dans les 20 pires jobs. Ouais, alors que c'est l'un des plus importants. Enfin, là-dessus, moi, je trouve ça dingue. Moi, j'ai eu des stagiaires qui étaient excellents en commerce et pas très bons en marketing et qui voulaient à tout prix faire du marketing. Bah ouais. Et ils étaient, mais en commerce, le mec en stage, il m'avait bluffé au premier rendez-vous. Il n'était pas vraiment doué pour faire des slides et pour concevoir des trucs. C'était plutôt une catastrophe. Et je lui disais, mais vas-y, fais du commerce, c'est super. Ton débrief, il était juste génial. Ta présence pendant le rendez-vous était super. Tu m'as vraiment donné envie de bosser avec toi. Et par contre, market, c'était pas ça, quoi. Et lui, absolument, il voulait faire du market. Parce que l'image est dégradée. Et c'est quand même super dommage. La dernière question auquel je te propose de répondre, et puis après on ira saluer tout le monde. Les équipes commerciales ont tendance à attendre des leads hyper qualifiés, ce qui n'est pas toujours le cas des leads market. Comment réussir à s'entendre sur le niveau de qualification des leads à transmettre? C'est une question de Jessie. Effectivement, elle méritait qu'on en parle avant de conclure. Ouais, mais alors ça c'est la fainéantise où des commerciaux, entre guillemets, ils veulent qu'on leur donne le pain béni ou le truc tout fait. C'est sûr que si le lead il est hyper qualifié, tout compte fait, est-ce qu'on a encore besoin d'un commercial? Évidemment, on aimerait tous avoir des leads où, tiens, bah voilà, il y a tel projet, il a tel budget, il veut faire ça. Bon, ok, dans ce cas-là, il va taper sur un moteur de recherche où il va mettre, bah voilà mon budget, voilà ce que je veux, et puis on va lui sortir. Et on n'aura plus besoin de toi. Donc, c'est vrai que ce côté lead qualifié, c'est un truc qui date de Mathusalem dans la vie de commercial, c'est qu'on a tous envie d'avoir des trucs qui soient tout fait, tout cru. Non, bah c'est quand même assez rare, des leads hyper qualifiés. Donc toi, tu dis, prends ton téléphone, fais ton job. Compte sur toi, voilà. Compter sur soi-même que compter sur les autres. Ah oui, non, mais tu dis pas de dire bah appelle ce gars-là malgré tout, même s'il n'est pas qualifié, et puis à toi de le réchauffer, quoi. Bien sûr. Et il sera toujours plus facile à appeler qu'un mec dans le bleu. C'est clair. Merci à toi, merci à tous. C'était encore une fois hyper intéressant. Moi, j'aime bien un webinaire quand j'ai appris des trucs, et je considère que je suis mon premier auditeur du webinaire. Et c'est super d'avoir des invités qui sont passionnés par leur sujet. Merci beaucoup à toi, Jean-Pascal. Je te souhaite avec plaisir. Très belle fête de fin d'année, à tout le monde aussi. Merci. Vacances. Merci à tous, et puis je te donne le mot de la fin. Et on se retrouve en 2021. Voilà, non, mais la vente, c'est un métier formidable, hein, et c'est ce qui est top, c'est qu'il y a plein de nouvelles choses, et je trouve que ça bouge encore plus qu'avant, et cette arrivée notamment des réseaux sociaux, c'est ça qui fait bouger, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, c'était un petit peu toujours pareil, on prenait sa mallette, on prenait son téléphone, on arrivait chez le client, on expliquait ses produits, bon. Et maintenant, c'est vrai que ça se complexifie, parce que les acheteurs sont beaucoup plus professionnels qu'avant, parce que l'acheteur est informé. Tant mieux, et c'est ça qui est encore plus challengeant, je trouve, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, le métier de commercial, c'est quand même le début d'une entreprise, et que si on a des super produits mais que personne ne le sait et qu'on n'est pas capable de les vendre, la boîte, elle n'existe plus, quoi. Ouais.
J'en profite pour faire une dernière petite promo du livre Acquisition Strategy Design. Je vous invite à l'acheter, à le partager. On a fait, nous, une petite promo en disant que pour tous ceux qui achèteraient le livre, on ferait un post sur LinkedIn, mais ça peut être le cas sur TikTok aussi, pour dire comment le livre est top. À tous ceux-là qui feront un post, on leur offrira les 8 heures de formation de lecture commentée du livre qui est associé au livre et qui a une valeur de 600 €. Là, c'est cadeau. C'était jusqu'au 24 décembre. On va prolonger ça jusqu'au 31 décembre parce que ça marche pas mal. Et à ce titre, n'hésitez pas à acheter le livre et puis à en faire un commentaire ou à en faire une vidéo sur TikTok avec de la musique. Je serais ravi que... Je te le ferai. Avec plaisir. Et je t'envoie le livre, je t'envoie le PDF si tu veux aussi pour tes vacances. Parce que tu ne recevras pas le livre, ça peut être pas mal que je t'envoie le PDF. Très bien, Allez, merci beaucoup, à très vite. Bonne fête de fin d'année à tous. Et puis on espère que 2021 nous permettra de revenir à une certaine normalité. À bientôt. Merci à tous. Merci Salut. à tous, bonne fête. Merci.